On va démarrer par l'état des lieux de la chose commerciale, de la consommation, du lien entre la société, la consommation et le commerce, Jean-Laurent. Et on va se demander finalement, est-ce qu'il y a toujours un lien évident entre la sociologie, le commerce, la consommation? En fait, est-ce que tout ça est un même ensemble où tout s'alimente finalement? Et presque, osons le dire, que la consommation demeurerait toujours une forme de réalisation de l'individu. Je consomme, donc je suis. Est-ce que ça correspond toujours à ça aujourd'hui en 2022? Ben, ça correspond à cela plus que jamais, j'ai envie de dire. Plus que jamais. Oui, parce que en fait, cette expression de société de la consommation, société de consommation, avec laquelle je vous propose peut-être de débuter cet échange, elle est célèbre. C'est Jean Baudrillard, philosophe et sociologue des années 60-70, qui l'a théorisé avec un livre du même nom en 1969, donc au climax, à l'apogée des Trente Glorieuses. Et dans ce livre, La société de consommation, qui est un livre un peu ardu, dont on a oublié un petit peu le contenu, mais on se rappelle tous de la formule, il démarre avec une description assez saisissante de Parly 2, qui est un centre commercial neuf à l'époque, en région parisienne, qui est d'ailleurs accolé à un ensemble résidentiel commercialisé au même moment. Donc c'est vraiment la modernité de la consommation à l'américaine. Et il y a une longue description de Jean Baudrillard sur toutes les choses, tous les biens qu'on peut acheter et consommer dans ce centre commercial, les panneaux publicitaires, cette espèce de mise en scène de l'information dont Gérard Bronner nous a parlé tout à l'heure. Et du coup, quand on lit ces passages, avec 40-50 ans de décalage, on est frappé par à la fois le fait que cette société de consommation n'a pas disparu, mais que si Jean Baudrillard revenait dans notre modernité, je pense qu'il hallucinerait totalement, parce qu'aujourd'hui, cette consommation, c'est pas juste les zones commerciales, les centres commerciaux, les supermarchés, mais c'est aussi quelque part de nouveaux secteurs de la vie humaine. Nous, notre livre, le livre que tu as bien voulu citer, La France sous nos yeux, il part du postulat qu'aujourd'hui la vie quotidienne des Français repose pas uniquement, mais qu'un des piliers de cette vie quotidienne, c'est la consommation, c'est l'activité de consommation. Et par consommation, j'entends donc pas seulement le fait de prendre sa voiture pour aller au supermarché et pousser un caddie, mais ce qui est un peu le stéréotype, on va dire, qu'on associe à la consommation en sociologie, mais c'est aussi l'immobilier. Le secteur immobilier représente, je crois, 13% du PIB national. C'est aussi le tourisme à l'étranger ou le tourisme pour un petit week-end en chambre d'hôte à côté, à quelques dizaines de kilomètres de chez soi. C'est aussi la santé, bien entendu. C'est tout le secteur du bien-être, du développement personnel. Donc aujourd'hui, quelque part, quand on dit société de consommation, dans un sens très élargi, pour moi, aujourd'hui, on ne parle plus juste de biens d'équipement, de biens matériels ou d'alimentation, comme c'était le cas, encore une fois, au sortir des Trente Glorieuses, mais on parle de tout un lifestyle, un style de vie, un mode de vie qui s'est généralisé. Et je dirais que, pour revenir à cette image un petit peu stéréotypique, la société de consommation dans les Trente Glorieuses, c'était caddie, supermarché, voiture, maison. Aujourd'hui, c'est aussi faire une balade en bord de mer, faire son footing, aller à un cours de yoga, aller surfer sur Internet, perdre son temps sur les réseaux sociaux. Donc je pense qu'on n'a quelque part jamais été autant une société de consommation. Alors ça, c'est le premier point, du point de vue justement du client, du consommateur. Dans un deuxième sens, la société de consommation, c'est aussi un pilier central de l'emploi et de l'économie française, puisque notre livre démarre par un rappel qui est que l'activité industrielle a eu tendance à se rétracter depuis plusieurs décennies. Et ce qui a pris le relais, encore une fois, c'est cette fameuse consommation. Puisque si on délocalise un certain nombre d'emplois pour produire les biens qu'on consomme, vous comprenez bien, vous le savez bien en tant que commerçant, que les biens consommés eux-mêmes doivent être acheminés sur le territoire et doivent être quand même consommés sur place pour la plupart d'entre eux. En tout cas pour les biens physiques, matériels. Cela implique tout un aménagement du territoire, une infrastructure de consommation et commerciale que vous connaissez très bien, qui est celle des implantations des magasins, des supers, des hypermarchés, des zones commerciales. Ça implique aussi tout un ensemble de flux logistiques pour acheminer les marchandises. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les villes moyennes dont on parle souvent, dont on a reparlé pendant la campagne présidentielle, dans ces villes un peu typiques de la France contemporaine, souvent le premier employeur, ça va être une administration, un hôpital, peut-être l'EHPAD, et très rapidement le supermarché. Et l'hypermarché et la zone commerciale. Et en termes, si vous voulez, de sociologie des emplois, notamment dans les catégories plutôt populaires, ça donne quoi? Ça donne un passage de relais entre, dans les années 70-80, le col bleu, l'ouvrier d'usine, qui était un petit peu l'image d'Épinal des catégories populaires, et aujourd'hui plutôt dans les emplois féminins des caissières de supermarché, des aides-soignantes dans les EHPAD, et chez les hommes des caristes d'entrepôt.
Mais pourquoi on a cette petite musique autour de la moindre consommation, d'un consommateur qui se détache, enfin d'un citoyen qui se détacherait de la consommation? On l'entend, cette petite musique. Alors, est-ce que ceux qui la font jouer, c'est parce qu'ils sont totalement hors sol et ils ont un prisme déformant terrible qui est leur condition? Ou est-ce que c'est malgré tout parce qu'il y a là encore des petits cailloux qui montrent que ce n'est pas aussi fort qu'avant? Alors, ça nous amène à parler des évolutions des modes de consommation des Français. C'est vrai qu'on a tendance, alors je repars à chaque fois de mon point de repère qui est les années 70-80, puisque c'est un peu le démarrage de notre livre, et les 4 décennies qui suivent, les années 80 à 2020, qui sont vraiment au cœur de notre ouvrage. Un sociologue des années 80 avait théorisé la moyennisation de la société. Le fait qu'en fait, il avait le sens des formules et des images. Il comparait la société française à une toupie. Pourquoi? Parce que la toupie a des extrémités pointues et puis un ventre arrondi dans lequel se massaient les larges catégories moyennes issues justement de cette Trente Glorieuses, dans lesquelles on mettait à la fois les cadres supérieurs, les enseignants, les ingénieurs, mais aussi un certain nombre des employés et des ouvriers. Pourquoi? Parce que selon cette thèse en vogue dans les années 80 de la moyennisation, on avait connu avec l'amélioration des conditions de vie une certaine homogénéisation de ces conditions. On avait tous une voiture ou 2 voitures, un écran de télévision, une maison, etc. Et on allait tous au supermarché et on allait, selon la formule consacrée, tous sous le même toit, dans ces grands hyper, ces grands magasins dans lesquels on trouvait à peu près tout, et tout le monde pouvait, toutes les catégories sociales et générationnelles pouvaient s'approvisionner. Alors, elles ne remplissaient pas leur caddie avec les mêmes biens, les mêmes produits, mais il y avait quand même cette idée qu'on allait tous un peu au même endroit et on avait tous un petit peu les mêmes circuits conventionnels de consommation. Ça, c'était avant. Si on regarde aujourd'hui, est-ce qu'il y a toujours, malgré tout, cette appétence absolue? Je reviens sur le sens de ma question. On entend tellement cette petite musique de dire non, il n'y a pas que la conso dans la vie, on sent un détachement d'eux. C'est totalement faux, cette approche-là? Alors non, je pense qu'il y a les deux. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant dans les chiffres d'ailleurs de consommation. Mais peut-être que la différence, c'est que l'importance symbolique de la consommation s'est un petit peu rétractée au profit d'autres activités. Je l'ai dit, les activités de tourisme, de loisirs, les activités de services. Mais après, pour un économiste, pour l'INSEE, ça fait aussi partie de la consommation. C'est la consommation. C'est-à-dire que la manière dont on l'incarne a changé, mais le principe même, il n'a pas bougé. Je pense. Et après, si vous voulez qu'on rentre tout de suite dans la question de la consommation un petit peu alternative ou des populations qui se détachent un petit peu de l'utopie de la société de consommation, c'est vrai que ce sont des mouvements qui sont de plus en plus présents, je dirais, médiatiquement, parce que ce sont des avant-gardes. Des avant-gardes souvent très critiques vis-à-vis du modèle dominant, consumériste. Et quoi qu'on en pense, en fait, on parlait d'utopie au début, elles ont le mérite de questionner tout un ensemble social, commercial, économique, et d'en montrer quelque part un certain nombre d'impasses. Impasse sociale, on le sait, avec la question du pouvoir d'achat qui revient très fortement à la question de l'inflation. Impasse écologique. Gros sujet dont je pense qu'on aura l'occasion de parler plus en détail. Et je dirais aussi la question dont on parle beaucoup dans le livre de l'aménagement du territoire. La fameuse France moche, l'étalement urbain, alors qu'un peu rapidement on associe au commerce de périphérie et de grandes enseignes, mais qui est aussi tout un choix d'urbanisme résidentiel, de mobilité avec la voiture. Mais vous voyez bien que tous ces sujets-là, depuis la guerre en Ukraine, depuis le Covid, ils sont quand même sur la table et on ne peut pas faire comme s'ils n'existaient pas. Voilà. Alors après, comme on est tous raisonnables ici, on sait qu'entre l'utopie, les avant-gardes et l'évolution des mentalités et l'évolution des comportements, il y a souvent un écart, un gap assez fort. Et je dirais qu'on peut peut-être remettre quelques ordres de grandeur. Oui, il y a des contestations de la société de consommation aujourd'hui dans une partie des jeunes générations, des jeunes diplômés. Vous avez peut-être vu le buzz incroyable des jeunes d'AgroParisTech, de cette grande école d'ingénieurs qui se destinent justement à l'agroalimentaire et qui, lors de leur discours de remise de diplôme, ont raconté qu'ils allaient tout faire sauf aller travailler dans l'agroalimentaire. Donc évidemment, c'est une minorité, mais c'est quand même intéressant de voir qu'une partie des élites... On est sur le même sujet que tout à l'heure, c'est-à-dire il y a une minorité, sauf qu'elle a une capacité à faire un bruit qui est bien supérieur à son poids réel. Et donc, du coup, ça déforme la perception qu'on en a. Oui, et surtout, elle est issue des élites, des jeunes élites. C'est plus facile de ne pas vouloir consommer quand on a tout, règle de vie.
Oui, alors ça pose aussi la question du minimalisme, qui est une contre-utopie assez puissante dans certaines catégories de population aujourd'hui. On le voit dans l'alimentation, le manger mieux, local, dans le choix résidentiel aussi de se relocaliser, de moins se déplacer, d'être peut-être à la campagne, plus en accord avec la nature, avoir aussi des temps de vie plus lents. Hein. Donc cette espèce de logique du slow, de la décroissance, de la démobilité, du minimalisme, vous pouvez vraiment la décliner dans tous les secteurs, je dirais, d'activité dont j'ai parlé tout à l'heure, le slow tourisme, etc., etc. Alors le paradoxe, c'est aussi que la société de consommation est maligne et c'est aussi quelque part une nouvelle manière de consommer. Justement les gens des années 70 comme Baudrillard l'avaient vu venir de loin. Donc il y a cette espèce de renouvellement perpétuel du marché qui invente des offres, y compris pour les gens qui veulent en sortir. Mais il y a aussi, je pense, au-delà de ça, une aspiration qui est réelle et qui est assez puissante, encore une fois, de ces jeunes générations, ce qui est important, parce que vous savez très bien que pendant des années, dans les études marketing, on parlait que des millennials, maintenant qu'ils sont déjà un peu vieux, on parle des Z, mais on sait très bien que ces gens-là, c'est les futurs consommateurs, c'est les futurs clients. Et donc, je pense que cette question de la contestation du modèle dominant va se poser de plus en plus. Alors, pour essayer d'envisager un peu l'avenir de ce commerce-là, on va prendre 3 mots et j'aimerais que tu me donnes ton avis sur la force de ces mots pour structurer le commerce qui s'avance. Le premier mot, on en parlait avec Dominique Schelcher tout à l'heure, c'est cette notion de proximité, alors qu'elle soit géographique ou affinitaire ou relationnelle, je ne sais pas quelle est la bonne définition. C'est un mot qui va vraiment structurer l'évolution commerciale ? La proximité ? Oui. Alors, Et en quoi ? Alors, je vais encore revenir à mes 30 glorieuses. En fait, ce qui s'est passé avec le commerce, le grand commerce, comme on disait à l'époque, les grandes anciennes, la grande distribution, c'est qu'on est passé d'un petit commerce indépendant. Dominique Schelcher parlait des premiers épiciers, de ce petit commerce indépendant au libre-service de périphérie, à la naissance de la grande distribution. Et donc il y a eu quelque part une concurrence territoriale entre les centres-villes et les périphéries qui à l'époque étaient vues comme la modernité parce que parking, accès en voiture, etc. Vous connaissez ça par cœur. Il se trouve qu'aujourd'hui on est un petit peu au bout du phénomène parce que déjà le territoire a été maillé largement dans les faubourgs et les banlieues des grandes villes, mais aussi des villes moyennes, mais aussi des petites villes. Et que donc je pense qu'on est plus ou moins à saturation, même s'il y a un renouvellement de l'offre commerciale. On le voit dans les villes moyennes où typiquement vous allez avoir 2 zones de périphérie, au nord, au sud ou à l'est, à l'ouest, et une plus neuve en fait, qui attire les commerces au détriment de la plus ancienne. Mais on voit bien que le phénomène de dévitalisation des centres-villes qui a été très, encore une fois, mise sur le devant de la table ces dernières années dans le débat politique, est en train de toucher aussi les périphéries. Il y a un début, alors c'est petit, hein, c'est émergent, mais il y a un début de sujet de friche commerciale, de périphérie. Pourquoi ? En quoi ça rend le mot proximité structurant pour le commerce ? En quoi c'est un mouvement qu'il faut avoir en tête ? Alors, parce que d'une part, je pense que ce commerce de périphérie, enfin, qui a fui vers les périphéries, va partir vers Internet en fait. Le e-commerce est en train de récupérer une partie de ce commerce, puisque sa promesse c'était quand même d'être moins cher et plus pratique. Or une fois que vous avez Amazon et la livraison à domicile, l'idée que le centre commercial c'est très pratique, c'est plus si évident que ça. Donc vous avez des générations qui vont trouver ça, même pas ringard, mais je dirais complètement irrationnel de se déplacer en voiture pour aller acheter un jean ou pour remplir son caddie de course. Donc il faut cultiver une forme de proximité pour être encore plus près de son consommateur que Internet qu'il a dans la poche. Je pense, parce que là j'ai décrit un des aspects concurrentiels du commerce qui est celui d'Internet, qui joue sur les prix bas, le volume et la rapidité, mais vous avez de l'autre côté le commerce, je dirais, de périphérie traditionnelle, et concurrencé aussi par le retour en centre-ville des petits commerces. On le voit dans l'alimentation, alors encore une fois c'est un phénomène plutôt urbain, plutôt bobo, mais vous voyez par exemple à Paris, dans toutes les grandes villes, moi je suis fasciné par le nombre d'épiceries et même de supérettes aujourd'hui, de circuits courts qui sont en train de mailler toutes les villes et qui deviennent, alors pour un petit segment de population certes, mais tout de même, qui deviennent un mode d'approvisionnement presque privilégié, presque de base. Ça, donc, c'est un autre mot, c'est la fragmentation. On voit en fait se fragmenter le commerce en tout un tas de propositions de plus en plus ciblées pour des niches de plus en plus fines, en fait. C'est ça que... Oui, exactement. Et nous, on l'a exemplarisé dans le livre avec le cas de la boulangerie. Vous savez, depuis 10-15 ans, vous avez des réseaux de boulangeries de périphérie qui maillent le territoire, souvent au bord des fameux ronds-points, qui jouent beaucoup sur le volume, sur des offres marketing, justement. Blachère, Ange, des gens voilà, comme ça, exactement. D'ailleurs, c'est un test intéressant pour un Parisien. Vous lui parlez de Marie Blachère et vous savez où est-ce qu'il est parti en
en vacances s'il vous dit qu'il connaît. Mais la plupart des Franciliens ne connaissent pas ces réseaux de périphérie parce qu'ils sont vraiment plutôt dans les villes moyennes et en région, dans les territoires, comme on dit maintenant. Et c'est intéressant de voir qu'en parallèle de ce mouvement, donc le fait que la boulangerie a été rattrapée elle-même par les codes de la grande distribution, vous avez un retour, encore une fois, au centre-ville, de petites boulangeries très expertes, très artisanales, avec un pain différent, un pain à l'ancienne, etc. Tout un choix de farine très sélective, et aussi une montée en gamme, donc une montée en prix. Et c'est vrai qu'avec cet exemple de la boulangerie, ce qu'on essaie d'illustrer dans le livre, c'est que vous avez une sorte de double fragmentation, à la fois par les segments de consommateurs qui vont plutôt consommer des prix bas, et d'autres qui vont aller vers le premium, vers le haut de gamme, et puis à une segmentation, je dirais, géographique, puisque territorialement, on l'a vu, c'est pas les mêmes gens aux mêmes endroits et au même moment. Et je dirais que pour finir sur la fragmentation, vous avez cette fragmentation par le bas avec le discount, par le haut avec la premiumisation et le haut de gamme, et ce qu'on appelle aussi la fragmentation par le côté, avec ces gens, encore une fois, qui veulent consommer pas seulement mieux et avec de la meilleure qualité, mais aussi différemment. Est-ce qu'on peut aussi mettre le mot discount au rang de ces mots qui vont structurer ou déstructurer ou restructurer le commerce? Est-ce qu'il y a une attente majeure de discount? Est-ce qu'il y a une attente sociale de discount en France aujourd'hui? Hors effet inflation immédiat, bien sûr, mais est-ce que ça, c'est quelque chose que tous les commerçants ont bien en tête, à tes yeux? Je pense, parce que le discount a eu l'image de magasin de pauvres, mais je pense que c'est plus le cas depuis un moment. Et vous connaissez cette phrase par cœur, hein, les prix bas, les pauvres en ont besoin, les riches adorent ça. Bon, on a vu avec la nouvelle génération de discounters comme Action, par exemple, la capacité à séduire des jeunes, des gens qui sont sur Instagram, sur les réseaux sociaux, avoir une image, je dirais, presque un peu cool du discount, qui est plus justement, encore une fois, soit la punition parce que vous allez dans le discount parce que vous ne pouvez plus vous payer la belle marque, mais un discount qui est plutôt aspirationnel, c'est un grand mot, mais en tout cas qui s'est largement démocratisé et qui séduit, encore une fois, les catégories populaires parce qu'elles n'ont pas le choix, et les catégories moyennes et supérieures parce qu'elles se disent on n'est pas plus bête que les autres, il n'y a pas de raison qu'on paye 3 fois plus cher des biens de première nécessité. Donc je pense que les Français ont intégré cet esprit du discount, et je pense que dans le même temps, pour ceux qui ont des marges de pouvoir d'achat, ils vont plutôt les mettre dans d'autres domaines ou dans d'autres aliments. Et je pense qu'il peut y avoir un cocktail entre du discount, du moyen de gamme, du haut de gamme, et souvent vous allez trouver les mêmes fréquentant différents réseaux, quoi. Voilà. Justement, dernière question de cet état des lieux, est-ce que dans 10 ans ou 5 ans, peu importe l'échéance, est-ce que le mass market existera encore? Parce qu'à t'écouter, on arrive quasiment à la conclusion, c'est la fin du mass market. Et de toutes les enseignes qui l'incarnent. C'est-à-dire, il faut être soit en haut, soit en bas, mais au milieu, c'est risqué. Alors non, parce que là, ce que je décrivais, c'est quand même des tendances émergentes. Pas des masses. Exactement. Là, il y a un urbaniste, Sylvain Gréseau, qui dit que la ville, qui parle de la ville de 2050, là on est sur 2030, qui dit que 80% de la ville de 2050 existe déjà. Que ce soit de l'urbain dense, que ce soit du pavillonnaire, tout ce que vous voulez. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on fait des maquettes d'archi très utopiques en imaginant la ville de demain, en fait, elle est déjà tout autour de vous. Et c'est un peu vrai aussi, je pense, du commerce. C'est-à-dire que certes, on va voir de l'innovation sur Internet, dans le retour au centre-ville dont j'ai parlé, de nouveaux discounters qui vont arriver. Mais je pense que globalement, les équilibres vont rester les mêmes. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup parlé des crises depuis le début de la matinée, crise écologique, crise sanitaire, crise géopolitique. En fait, on pourrait croire que les crises nous déstabilisent totalement, mais en fait, c'est plutôt l'inverse. Quand on fait de la prospective et de la tendance, on se rend compte que chaque grande crise est totalement imprévisible. Personne n'avait prévu les gilets jaunes, personne n'avait prévu l'Ukraine. En gros, chaque fois, ça crante dans la bonne direction. Exactement. C'est-à-dire que ça révèle des lignes de fracture très puissantes entre, on l'a dit, des gens qui veulent relocaliser leur consommation, relocaliser leur lieu de vie, des gens qui, au contraire, veulent profiter à fond, prendre l'avion tout le temps, consommer le plus possible, intensifier leur moment de vie, de plaisir, de loisirs. Parfois, c'est les mêmes. Parfois, c'est 2 types de consommateurs, parfois, c'est les mêmes. Et donc, je pense que le monde d'après, ça ne sera pas, comme l'a dit Gérald Bronner tout à l'heure, citant Houellebecq, le monde d'avant empire, ça sera à la fois le monde d'avant,
et le monde d'après. Parfois sur le même territoire, vous allez voir ce modèle pavillonnaire traditionnel, maison, voiture, supermarché perdurer. Vous allez voir des gens vivre de manière totalement alternative. Vous allez avoir des gens qui sont un peu hybrides, avec cette forme de birésidentialité aussi qui s'est inventée dans l'après-Covid, grâce au télétravail, grâce aux possibilités du numérique. Donc en gros, dans ce monde d'après commercial, le mass market existe toujours, même s'il se dégonfle. C'est ça que j'entends, en gros, en une idée. Oui, il sera de moins en moins important, tout en étant plus important que tout le reste. Oui, parce que les questions de pouvoir d'achat font que de toute manière, on ne pourra pas s'en passer dans la décennie qui vient, je pense. On débriefe déjà pour démarrer ce que Jean-Laurent nous a fait partager comme vision de conviction. Benoît, prenez le micro. Ça vous inspire quoi sur le paysage commercial qui est devant nous, ce qui nous a dit? Alors, est-ce que déjà vous achetez ce qu'il a expliqué? Est-ce que vous le contestez? Et au contraire, plus il y a d'avis différents, mieux c'est pour la richesse du débat. D'abord, bonjour à tous et merci de m'accueillir. Moi, je suis un bon consommateur, donc je vais acheter. Alors, ce que j'achète, c'est comment dire, cette idée que oui, on est des êtres qui consommons, quoi, et que ça ne va pas s'arrêter comme ça. Par contre, c'est pas par contre, d'ailleurs, en prolongement, parce que nous, on fait aussi des études sur le sens de l'argent. On a un observatoire et on questionne, vous et moi, sur qu'est-ce que vous pensez de votre argent, à quoi vous l'utilisez, quel est votre rapport à l'argent. Et on est assez frappé par le fait, et c'est peut-être, alors on est peut-être des utopistes un peu schizophréniques, je ne sais pas comment dire, mais que quand on questionne librement les Français, ils nous disent que oui, l'argent pour 5% d'entre eux, c'est un signe de réussite, mais c'est 5%. Dans la liste des choix, simplement 5%. Que par contre, 70% d'entre eux, ils disent l'utilisation de notre argent, c'est lié à ce que je suis. C'est-à-dire, je mets, vous savez, l'argent, c'est ce qui permet d'acheter tout le reste, mais c'est un bien en tant que tel. Je mets de moi-même dans cet argent et voilà, ça exprime ce que je suis. Et donc, on commence à être sur le champ des valeurs. Et puis, 4 Français sur 10 pensent qu'avec leur argent, ils peuvent changer le monde. Alors, c'est peut-être les utopistes, mais il y a quand même c'est quand même significatif et je pense que c'est sincère pour une large partie, c'est de dire mon argent, je vais l'utiliser pour transformer les choses. Mais le commerce équitable pèse moins de 2% du commerce. Voilà. Et alors, donc il faut réconcilier les choses et peut-être de la schizophrénie. Cela étant, moi, en tant que banquier praticien, j'ai 2 exemples qui me marquent. On fait concrètement dans la région nord, Hauts-de-France, on propose aux clients qui sont là-bas d'investir, de placer leur argent pour que ce soit investi dans des investissements locaux. Et on trace les choses. On a récolté sur ce produit près de 100 millions d'euros. Et puis j'ai un deuxième exemple, c'est ce qu'on fait sur l'épargne de partage, c'est-à-dire qu'on demande à vous et moi si vous acceptez de renoncer à une partie de votre rémunération, plutôt vous placez, donc vous avez des intérêts, est-ce que vous êtes d'accord pour en donner la moitié à des causes qui vous tiennent à cœur? Et on propose une série de causes, 25 causes, souvent dans le monde associatif. Eh bien, on a quasiment aujourd'hui 1 milliard d'encours sur ces sujets. C'est des dizaines de milliers de personnes, quoi. C'est pas à l'échelle du crédit coopératif. Donc il y a la capacité à utiliser l'acte de consommation pour donner un sens à sa consommation. Voilà, et ça existe. Francis, Gilles ou Jacques, que vous inspire ce qui a été dit jusqu'à présent? Est-ce que vous vous retrouvez déjà là-dessus avant de voir dans le détail ce que vous pouvez faire? Extrêmement, très succinctement, effectivement, chez nous, vente de produits photos, matériel un petit peu haut de gamme. L'acte de consommer chez nous, c'est susceptible de changer votre vie, en ce sens que ça va vous aider à voir le monde totalement différemment, de manière beaucoup plus attentive. Lorsque vous promenez avec votre téléphone, vous voyez les choses vous regardez les choses sans les voir, en fait. Et avec un appareil photo, ça va changer. Tout notre travail à nous de couches ajoutées au produit, c'est effectivement de faire percevoir cet aspect-là. On oublie complètement les boîtes. Nous ne sommes pas des vendeurs de boîtes. Pendant 20 siècles, le travail du commerce a été d'apporter le produit à proximité du consommateur. C'était le premier travail, découvrir des produits et les apporter près du consommateur. Ça fait 20 ans qu'on démonte complètement la chose. On va dans l'autre sens. Totalement. Et en fait, ne survivront demain dans le commerce, quel qu'il soit, que les commerces qui seront capables d'apporter une valeur ajoutée aux produits.
personne n'a besoin de nous pour acheter un appareil photo. Il faut à peu près 24 heures pour avoir n'importe quelle livraison par Internet, le nôtre ou d'autres. Ça, c'est tout à fait fondamental. D'où ce besoin de se reconnecter, enfin, une forme de proximité, parce que sinon, on maintient le consommateur loin de soi. Absolument. La proximité est très importante pour nous, même si nous sommes beaucoup moins denses que d'autres commerces, c'est bien évidemment, mais tous les jours, nous avons dans nos commerces des gens qui ont fait 200 bornes pour venir nous voir. En plus, on a des produits sous contrat de distribution sélective, ce qui complique encore furieusement les choses. Mais quelle est la valeur ajoutée qu'on ajoute? Pardon. On reviendra après sur ce que vous faites, mais encore une fois, sur le diagnostic posé par Jean-Laurent, comment vous vous situez dedans, Gilles? Qu'est-ce que tu prends plus particulièrement dans ce qui a été dit par Jean-Laurent? Bonjour à tous. Oui, alors sur le diagnostic de Jean-Laurent, moi, ce qui m'inspire en tout cas, et ce qui me rassure quelque part, c'est que ça laisse la place à l'humain, ce commerce de proximité. Et en tout cas, c'est ce qui a été exprimé. Alors même si les équilibres seront maintenus entre le mass market et le commerce de proximité, moi je crois personnellement à la capacité demain, en ces commerçants de proximité, d'amener autre chose que du produit, je suis complètement d'accord, du relationnel, de proximité, de la personnalisation. Vous avez évoqué la notion de plaisir de consommation, parce que la consommation n'est plus simplement de la consommation de produits, mais de la consommation de services, de la consommation de plaisir, de la consommation du temps, tout simplement. Et je considère que demain, ce commerce de proximité, ce que ça m'inspire en tout cas, c'est que ça doit pouvoir amener cette notion de reconnaissance, de personnalisation et finalement d'hyperspécialisation face aux consommateurs. On a évoqué cette fragmentation du commerce de proximité. Du commerce tout court même. Et du commerce tout court d'ailleurs. Ça va amener automatiquement ces nouveaux commerçants, puisqu'on parle des nouvelles missions du commerce de demain, à se réinventer et à repenser à ce que sont vraiment les besoins des consommateurs qui vont venir les voir, que ce soit en termes de transition écologique, que ce soit en termes de services, que ce soit en termes de plaisir, d'expérience client. Alors on parle beaucoup d'expérience client sur le retail, mais il y a aussi une expérience client en termes de services apportés à ses clients. Et donc très clairement, pour moi, il y a un commerce à réinventer, très clairement, pour aller vers cette fragmentation et vers cette notion de personnalisation, de reconnaissance ultime du consommateur qui va rentrer dans ces points de vente. Donc, je suis plutôt rassuré sur cette notion-là, mais étant évidemment dans le domaine de la santé, je considère que c'est plutôt en bonne voie pour ce qu'on peut apporter en termes de services à valeur ajoutée, au-delà des produits, c'est ce qui a été évoqué, en pharmacie. Jacques, Jouet Club. Donc Gilles, c'était Giropharm, hein, bien sûr. Alors, dans le domaine du jouet, nous, on est dans le plaisir, dans le loisir. Et j'ai trouvé très intéressant l'intervention de M. Caselli. J'ai trouvé intéressant la partie lifestyle de la consommation. La consommation, elle existe. Ce qui est rassurant, c'est qu'elle existe et qu'elle évolue et qu'elle reste quand même un moyen d'exister dans la société pour le consommateur, pour le citoyen, je dirais, pour le citoyen. Et donc, à nous, commerçants, de trouver les pistes pour pouvoir le faire exister en tant que marque. Et comme j'ai l'habitude de dire, on n'est pas qu'une marque. Nous, on vend des jouets, mais on n'est pas là que pour vendre des jouets. On est là pour apporter du plus aux enfants, aux parents et aux grands-parents. Donc, en gros, le diagnostic qu'il pose, il est quand même plutôt sympa à entendre pour des commerçants. En gros, Jean-Laurent dit, la conso est toujours au centre de la vie. Hein, Jean-Laurent, si je résume peut-être de manière un peu courte, mais c'est ce que tu dis. Je dis pas ça juste pour vous faire plaisir. Hein. Non, mais parce que tu le penses, enfin, j'espère. Non, c'est parce qu'en fait, mais c'est ça. On insiste beaucoup dans notre livre sur l'aspect conso, et d'ailleurs les gens parfois nous disent mais pourquoi est-ce que vous passez des pages entières à nous parler des réseaux de boulangerie de périphérie, parce que au-delà des exemples et des secteurs d'activité qu'on prend dans le livre, on pense que la vie des gens est structurée pas uniquement par la consommation, je vous rassure, mais en bonne part, et toujours en bonne part. Toujours beaucoup plus que ce que un discours dominant critique de la consommation peut laisser entendre. C'est ça le Nous, on porte pas de jugement là-dessus d'ailleurs. Hein. Je crois qu'on tranche pas entre les bonnes et les mauvaises formes de commerce ou de consommation, parce que j'avais avec une amie encore il y a pas longtemps une discussion sur ce qu'il faudrait ne plus consommer, et on s'est pas mis d'accord parce qu'elle me disait moi je suis prête à ne plus consommer ça. Par contre l'avion c'est hors de question. Bon, et vous avez autant de c'est hors de question que de Français ou de consommateurs. Bien sûr. Donc c'est très compliqué de décider de ce qui est bon et mauvais. Après, il est clair que la consommation telle qu'on l'a connue,
telle que l'a connue la génération des baby-boomers ne pourra pas continuer une ou deux générations suivantes sans arriver dans une impasse voilà, à la fois d'épuisement des matières premières et de même, je dirais, de fatigue des consommateurs qui attendent autre chose. Le prix de régulation, de toute façon, à ce moment-là. Probablement. Mais c'est vrai que je dirais qu'un des paradoxes des débats qui entourent la société de consommation aujourd'hui, c'est peut-être l'écart entre les gens qui veulent consommer moins, s'éloigner de la consommation, et les gens qui veulent, j'allais dire, faire durer le plaisir, c'est-à-dire continuer à consommer comme avant, comme ils ont vu leurs parents, par exemple, le faire, le plus longtemps possible, parce qu'il y a une différence entre choisir de déconsommer, de consommer autrement et en être contraint parce qu'on n'a pas assez d'argent. C'est pas du tout le même feeling, c'est pas du tout la même sensation. De décider de moins consommer. Ce qu'on entendait aussi dans ce que vous disiez, c'est que derrière le mot commerce, il y a souvent une approche transactionnelle par principe, mais il faut y rajouter l'approche relationnelle, parce que c'est finalement la meilleure façon de ne pas se faire désintermédier par d'autres. C'est ça, en gros, qui se joue pour le commerce. Rentrons dans ce que vous faites les uns et les autres. Jacques, tu venais d'évoquer cette idée que vous n'êtes pas uniquement des vendeurs de boîtes de jeux. Je simplifie un peu, mais c'était quand même ça. Qu'est-ce que tu sous-entends derrière tout ça ? Alors en fait, ce travail, on l'a fait avec nos adhérents, parce qu'en fait, on a fait en 2019 un travail lors des réunions de région de Jouet Club. On a fait travailler tous les adhérents à réfléchir sur un avenir à 2024. On est en 2022 aujourd'hui, il y a eu 2 ans de crise Covid, je dirais, qui nous a un petit peu freinés, mais pour autant, on a essayé de voir les signaux faibles et faire une mise en perspective de ce qui pouvait être la consommation, notre métier, et qu'est-ce qu'on allait devenir d'ici 2024. Aujourd'hui, on va repartir pour 2030. Alors en fait, ce plan, on a appelé ça le plan 2024, on y a trouvé donc des raisons pour pouvoir évoluer. Et on y a associé un plan, je dirais, RSE, sur lequel on a 3 combats qu'on veut mener. Le premier combat dont je vais parler, c'est le sens, donner du sens à notre métier. Et la phrase qu'on retient, c'est jouer, c'est s'ouvrir au monde et aux autres. Alors comment on peut faire réussir cet objectif ? C'est créer un cercle vertueux. Aujourd'hui, on a des parents, on a des enfants, on a des grands-parents. Et aujourd'hui, il y a une interaction entre chacun de ces groupes, entre chaque groupe et puis à l'intérieur du groupe. Et comment nous, on peut faire les choses pour pouvoir faire fonctionner, accélérer, je dirais, l'interaction à l'intérieur du groupe. Alors ça va être, par exemple, on a commencé déjà avec les enfants, avec la jonction d'une psychomotricienne pour pouvoir donner les bons produits qui correspondent aux problématiques que peuvent avoir les enfants. Les parents, on va les réassurer. Parce que leurs enfants, ils ont des problématiques des troubles 10. Vous connaissez les troubles 10. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important au niveau de l'éducation. Donc, comment on les réassure en leur donnant des pistes et des options pour pouvoir travailler. Et ensuite, les grands-parents, comment on les accompagne, à la fois dans les produits qu'on peut leur proposer, mais aussi les engager à travailler entre les parents et les grands-parents et les enfants, par exemple. Ce qui fait une vraie interaction entre les deux groupes et qui permet aux grands-parents d'évoluer et de faire travailler leur cerveau. Je vais faire journaliste un petit peu bête en Oui. posant la question, mais comment de cette évolution-là tu fais un modèle économique ? Parce qu'au final, tes magasins, il faut quand même qu'ils vivent. Alors, l'idée, c'est de travailler des partenariats B2B avec les gens de la santé, avec les gens des associations, et d'avoir des partenariats avec eux au niveau des produits qu'ils peuvent proposer, leur vendre les produits. Donc l'idée, c'est de le faire à travers des partenariats. Et puis, donc, en exposant aussi dans nos magasins, dans nos lieux de vie du commerce, des endroits où, en fait, on peut trouver des solutions à toutes ces problématiques qui peuvent être rencontrées au-delà je dirais, du simple plaisir ou de loisir de jeu et de jouer, quoi. Ça veut dire en gros que ce qui compte, c'est pas tant de leur vendre des boîtes de jouets, mais d'organiser les moments de jeu. Si on le dit différemment, c'est ça ? Exactement. Et on veut obtenir leur préférence, parce que ce qui est important pour un commerçant, puisqu'on a un univers concurrentiel, c'est d'avoir la préférence des autres. Donc en fait, avoir la préférence des autres, c'est les accompagner au fur et à mesure, de manière à ce que quand ils ont un cadeau à faire, un anniversaire à fêter, Noël ou les activités, les événements importants de la vie d'un enfant ou d'un parent, de pouvoir penser à nous et d'être le lieu de destination. Autre question bête, est-ce que les magasins Jouet Club, ils organisent des après-midi anniversaires ou des choses comme le fait McDo d'ailleurs depuis très très longtemps? Tous les magasins chez toi le font? Alors, tout le monde fait des animations. Ouais.
les anniversaires, certains magasins ne le font pas tous, mais les animations ont commencé déjà depuis plusieurs années. Elles ont été un peu stoppées pendant la partie Covid. Et les anniversaires, c'est aussi une volonté de les accélérer avec ces partenariats B2B, notamment les associations, par exemple. Est-ce que dans une forme d'idéalisation de ce que vous devriez faire, est-ce qu'il faudrait louer les jeux du genre je viens louer chez toi un Monopoly ou un Puissance 4 ou je ne sais pas quoi, ou le temps pendant lequel mon enfant va être réceptif à ces jeux-là, puis après je change, et puis après, est-ce que vous allez vers là? Alors, on avait identifié dans la partie plan 2024, donc je dirais l'économie de la fonctionnalité. Ouais. Donc ça, on l'avait trouvé, et puis donc on l'a pas encore mis en place. Par contre, ce qu'on a mis en place, c'est le côté circulaire. Et ça a commencé dès l'année dernière avec ce qu'on appelle le troc-au-jouet. Donc c'est une initiative pour permettre aux gens de rapporter leurs jeux et de les revendre. Donc c'est économique pour eux parce qu'ils vont revendre un article, récupérer une somme d'argent et puis après racheter des produits aussi moins chers. Donc à la fois, ça a deux vertus. Ça a la vertu économique pour ceux qui vont acheter ou ceux qui vont revendre, et la vertu écologique, puisqu'on doit s'inscrire dans un cycle aussi circulaire, un cycle de, je dirais, pour la planète. Et ça, tous les magasins le font aujourd'hui? Alors, 4 magasins l'ont testé en septembre. 4 magasins, d'accord. Et 10%, donc 30 magasins vont le tester au mois de mai, fin mai, début juin. Qu'est-ce que ça a donné, ce premier test? Est-ce qu'il y a une appétence sur votre marché à la seconde main, puisque c'est ça dont il s'agit? Ce qu'on a trouvé, c'est que les consommateurs ont vraiment apprécié cette démarche. L'idée, c'est de trouver une nouvelle cible aussi, des consommateurs qui n'étaient pas forcément destinataires dans les magasins de jouets Club, de venir chez nous pour trouver des jouets qui correspondent. Donc ça, c'était les... Alors, on a mis des maîtres mots qui sont importants, qui sont la transparence, pour expliquer ce qu'on fait, combien on l'achète, combien on le revend, parce que c'est important aussi de montrer que le modèle économique, c'est pas un modèle économique très important, mais qui est nécessaire pour pouvoir, je dirais, avoir une démarche solidaire et écologique. Donc si je ramène mon jouet, tu me dis combien tu me le payes, évidemment, oui. Mais tu me dis à ce moment-là aussi combien tu vas le revendre. Exactement. D'accord. Alors on s'est inspiré un peu des modèles, parce qu'on a visité d'autres modèles, je dirais Everso par exemple. Ouais. Et on a travaillé avec eux, on a échangé avec eux sur le modèle. Et c'est vrai que plus il y a de transparence, meilleure est, je dirais, la perception, et le consommateur ou le client va revenir rapporter des jouets s'il sait que finalement il a facilité de le ramener. Il faut que ce soit simple pour le consommateur, mais aussi transparent. Un mot, Jean-Laurent, sur cette idée-là de la seconde main, de l'occasion. Est-ce que tu achèterais l'idée suivante, que tous les commerçants qui vendent des produits d'équipement de la maison ou d'équipement de la personne sont de toute façon, entre guillemets, condamnés à organiser la seconde vie de leurs produits? De toute façon, c'est parti, c'est un mouvement sociétal. Est-ce que tu irais jusqu'à l'affirmer comme ça? Alors, je vois bien l'intérêt à la fois pour des raisons justement sociales, d'engagement des commerçants. Je trouve ça très bien. Je pense qu'on a peut-être surestimé parfois l'appétence des gens pour la seconde main parce qu'il y a quand même un plaisir du neuf qui continue à exister, et je crois qu'encore une fois on retrouve cet écart dont j'ai parlé entre les catégories de consommateurs. Des gens vont être séduits par Donc il y a des marchés plus ou moins imperméables, en fait, c'est ce que tu dis. Oui, je pense que par exemple, alors je ne sais pas pour les jouets, mais pour les vêtements, vous allez avoir une forme de recyclage ou de seconde main sur Vinted par exemple, dont on parle beaucoup, qui va être pas forcément motivé par le fait de faire de bonnes affaires, mais par le fait d'être plus responsable, justement d'accompagner le cycle de vie des produits. Quelle que soit la cause, c'est la même conséquence. Il y a une économie de la seconde main. Alors ça, c'est très clairement. Celui qui est vendeur de produits neufs, il doit l'entendre et il doit peut-être l'organiser à défaut de le subir. Oui, vous avez raison. Je dirais qu'il y a deux secondes mains. Il y a la seconde main subie et la seconde main choisie. Voilà. Mais pour un commerçant, effectivement, finalement, il n'y a pas vraiment de différence. Dans les exemples qui n'ont pas très bien marché, il y avait sur la puriculture, la seconde main a eu quelques difficultés. Oui. Alors nous, ce qu'on a regardé pour pouvoir se lancer dans ce projet, c'est des études de marché qui donnent un peu les tendances, je dirais, sur le marché du vêtement, qui aujourd'hui est autour de 30%, c'est la seconde main. Sur le marché du jouet, on était à 9%, on est passé à 15%. Peut-être qu'on va passer à 20 ou 25% d'ici 1 ou 2 ans. Donc en fait, nous, Jouet Club doit s'inscrire dans cette... Voilà, c'est énorme. Donc ça veut dire qu'on doit s'inscrire, nous, dans cette dynamique pour pouvoir répondre aussi aux attentes de nos consommateurs et aux attentes de nos clients qui nous attendent sur qui demandent cette démarche. Gilles, tu as le micro. Oui. Rentrons dans le sujet
Giropharm. Alors vous, évidemment, vous avez été quand même très impacté par 2 ans de crise, qui finalement a peut-être conforté la direction de l'officine, de la pharmacie, de vendeur de produits à lieu de service, parce que finalement, aujourd'hui, je vais me faire vacciner dans une pharmacie, et donc je viens plus juste acheter des médicaments. Est-ce que c'est ça la mue principale de ce métier-là, du produit au service, sur la pharmacie aussi? Oui, je crois qu'on n'a jamais été dans une aussi forte transformation sur le métier du pharmacien, très clairement, et la crise Covid a été un accélérateur. On parle de nouvelles missions du commerce, nous on parle beaucoup de nouvelles missions du pharmacien. Juste 2-3 mots de contexte avant de parler de Giropharm. Il y a 20 ans, la pharmacie était clairement un lieu où vous alliez pour aller chercher vos ordonnances, point barre, très peu commerçants, très peu ouverts sur le commerce de façon générale. Il y a une dizaine d'années, se sont développées ce qu'on a appelé, nous, les méga-pharmacies, plutôt positionnées sur le discount, plutôt en centre commercial, mais qui ont eu quand même la vocation de moderniser la pharmacie malgré tout et de donner un coup de pied au derrière aux pharmaciens qui, finalement, se sont rendus compte qu'ils étaient aussi commerçants. Parce que c'est ce fameux débat ancestral dans la pharmacie, est-ce que je suis acteur de santé ou est-ce que je suis commerçant? Je le dis tout de suite, nous, chez Giropharm, on pense que les deux sont tout à fait conciliables. Et toi, tu n'es pas pharmacien, comme et ça, je, au moins. Et je voilà. suis pharmacien de formation. Si, ah si, pardon, je pensais que tu l'étais pas. Autant pour moi. Dont acte, pardon. Et donc, il y a 10 ans, il y a eu ces méga pharmacies. Ça s'est un peu perdu quand même sur l'aspect discount. Et puis la crise Covid qui est arrivée a effectivement mis le pharmacien au cœur du système, au cœur du système de santé, mais au cœur du système de la société. On parlait de la société tout à l'heure, puisque tout à chacun a pu aller se faire tester ou se faire vacciner contre le Covid en pharmacie. Et ce qui fait que symboliquement, ça a redonné quelque part du poids aux pharmaciens, non seulement évidemment, comme le disait monsieur, sur sa capacité à pouvoir vendre des produits, mais également bien sûr à apporter du service. Et c'est une des premières fois où il a été vers le patient, clairement, en relation directe avec le patient, avec son client patient, on va dire. Et il faut être honnête, aujourd'hui on a un atout considérable en pharmacie. Il y a 21 500 pharmacies en France. Qui mieux que 21 500 points de vente peuvent être un commerce de proximité. Et en plus, avec un capital confiance de 90% aujourd'hui de la part des consommateurs qui rentrent dans les pharmacies. Donc évidemment, ce sont des atouts considérables. Et donc, ça permet aux pharmaciens, quelque part, d'avoir cette notion de proximité relationnelle et de capital humain, qui est important chez nous, chez Giropharm, à jouer dans le cadre de ces services. Et donc, juste pour terminer sur le contexte, au-delà de ce contexte Covid, les autorités de santé ont donc décidé très récemment, ça date d'1 mois, de redonner du poids aux pharmaciens, puisque dans le cadre de la nouvelle convention pharmaceutique qui a été signée, les pharmaciens vont pouvoir assurer la vaccination de rappel. Tout à chacun dans cette salle, vous allez vous faire vacciner, non plus chez le médecin demain, mais vous allez vous faire prescrire vos vaccinations de rappel et vous faire vacciner chez le pharmacien. Ils ont également donné la capacité de dépister le test cancer colorectal, la cystite, etc., plus toute une notion autour de l'éco-responsabilité qui fait partie de la nouvelle convention et qui fait partie bien sûr de notre stratégie chez Giropharm. Plus, et ça c'est important parce que ce matin Dominique parlait de la proximité et de la connaissance du client. Et bien demain le pharmacien, il aura, j'imagine que vous en avez entendu parler, mon espace santé. Vous avez tous reçu un mail pour vous inscrire à mon espace santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pharmacien demain, il aura connaissance de toutes les pathologies, de tous les traitements, de toutes les ordonnances historiques, de vous, de tout le monde dans cette salle, de tous les consommateurs. Et donc, quoi de mieux que partir de cette base de connaissances du consommateur pour développer un commerce différent? Et donc, pour en venir effectivement à ta question, Olivier, j'étais un peu long dans le contexte, mais c'est important parce que on est en pleine transformation du métier quand même. Et donc, effectivement, nous, on prône énormément le pharmacien comme apporteur de solutions de santé et pas uniquement comme vendeur de boîtes ou de l'abattage d'ordonnances, entre guillemets. D'ailleurs, c'est assez intéressant sur la vaccination Covid. D'un côté, on parlait des vaccinodromes, puis de l'autre côté, on parlait des espaces de vaccination dans la pharmacie. Donc, c'est aussi la volonté d'essayer d'apporter de la valeur ajoutée sur l'acte même. Et donc, nous, effectivement, chez Giropharm, on a un slogan, c'est « Votre santé, notre mission ». On pense très clairement qu'on peut concilier ce commerce de proximité aussi bien sur l'aspect commerçant, pur et dur, que sur l'aspect, bien sûr, acteur de santé. Et on le résume à travers le prendre soin du patient à chaque étape de sa vie. Est-ce qu'il y a des services que tu aimerais mettre dans une pharmacie, cite-en un ou deux, qui ne sont pas encore devenus normatifs? Alors la vaccination, ok, c'est fait. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu rêves de te dire, ça va se passer chez moi? Oui, alors quoi? Il y a des services qu'on a déjà mis en place, comme le dépistage du diabète, le dépistage de cancer, etc. Il y a beaucoup de services qu'on a mis en place autour de la prévention et du dépistage.
Là, je le disais, on a un projet important qui est autour de l'éco-responsabilité et de la RSE d'une manière générale. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est parce qu'il y a un gâchis terrible, par exemple sur les patients diabétiques, au niveau des lecteurs de glycémie. Il n'y a pas de recyclage, c'est souvent perdu dans la nature, etc. Et donc, on est en train de travailler avec notre groupe de travail aujourd'hui sur la capacité qu'on a, parce que le diabète est aussi un marché, donc on parle bien de commerce, parce que c'est un marché important en pharmacie, le diabète, les diabétiques, même si on parle du marché de la santé, ça reste un commerce. Néanmoins, on pense qu'on peut apporter de la valeur ajoutée sur une opération un peu vertueuse de recyclage de ces lecteurs qui pourraient être recyclés sur, alors là je ne veux pas dévoiler tout le projet, mais sur certains aspects pour revenir en pharmacie de façon vertueuse et que ces lecteurs servent à quelque chose, en tout cas est une seconde vie. On parlait de seconde main, on parle quasiment de seconde vie des lecteurs de glycémie. Donc ça, c'est des opérations qu'on voudrait mettre en place. Et puis bien sûr, en termes de services, il y a tous les services qui vont tourner autour du digital qu'on aimerait pouvoir développer, autour d'un meilleur conseil associé à l'ordonnance pour les patients. Donc on travaille beaucoup sur les outils digitaux et on travaille également, vous l'évoquiez, sur des projets de seconde main, puisque le pharmacien... sur le matériel médical voilà, exactement, a un marché sur le matériel médical. Or aujourd'hui, le matériel médical, soit c'est béné, soit c'est jeté n'importe comment. Et on aimerait pouvoir être présent sur ce marché de la seconde main, parce que honnêtement... je suis désolé, je vais parler de choses, mais un lit ambulatoire ou quoi que ce soit, c'est recyclable. C'est une seconde main, c'est tout à fait jouable. Et donc, on aimerait travailler là-dessus et apporter ce service à des patients qui, aujourd'hui, potentiellement, ne trouvent pas leur matériel à droite. Est-ce qu'il y a déjà des officines qui font de la seconde main chez toi sur le matériel ? Pas encore. Pas encore. À quelle échéance il y en aura ? On pousse le sujet, on pousse vraiment le sujet sur cet aspect-là, parce qu'on considère que, d'une part, on apporte un service à nos patients, on est proche de nos patients, de nos clients, mais d'autre part, on fait une bonne action parce que ça évite évidemment d'aller jeter dans la nature des lits ambulatoires ou des chaises roulantes, etc. Donc il y a un côté RSE, mais il y a aussi un côté service, et c'est cette valence-là qu'on a envie de mettre en avant. Donc on pense clairement chez Giropharm qu'on peut être un commerce performant, efficace, performant économiquement, à partir du moment où on associe un service à valeur ajoutée autour du produit et une solution de santé. Et il y a de quoi faire en pharmacie. Francis, alors pareil au rapport. Donc chez Camara, alors vous êtes un petit acteur, tu l'as dit tout à l'heure en termes de maillage, très spécialisé. Est-ce que finalement c'est ça qui aujourd'hui fait la différence, l'ultra-spécialisation pour être finalement légitime? Est-ce qu'il y a un lien entre la spécialisation et la légitimité sur ces marchés-là ? Même spécialisation. Ultra-spécialisation, oui, absolument. Encore une fois, vendre des boîtes, livrer des boîtes, c'est de la logistique, c'est plus du commerce aujourd'hui. Ça l'était au siècle dernier, encore une fois. Ça, c'est une évolution importante qui nous concerne tous. On est tous sur cette ligne-là. Donc nous, il y a une dizaine d'années, on s'est engagé dans une modification, dans des explorations. Comment se rendre indispensable entre un produit et un consommateur. Ça peut pas être le même problème pour une centrale, pour une coopérative. Comment peut-elle se rendre indispensable entre des adhérents de ses commerçants. Évidemment, et ses fournisseurs, c'est exactement la même chose. Donc nous, on a commencé par se dire, on a des produits de plus en plus chers, ça l'était déjà à l'époque, ça l'est encore beaucoup plus aujourd'hui. C'est un peu angoissant parfois d'acheter ces produits. Donc on a décidé de faire de l'expérience consommateur. Tout le monde en parle aujourd'hui, mais on la pratique vraiment, c'est-à-dire dans une majorité de nos magasins aujourd'hui, avant d'acheter de manière tout à fait gratuite, vous pouvez emprunter un appareil à 2-3 000 balles pendant un laps de temps assez court quand même. On ne fait pas de location gratuite. Une semaine ? Non, 1 heure, il ne faut pas déconner. 1 heure, pour essayer un appareil photo, ça va très bien. Je suis un grand naïf, il faut le savoir. Non, mais on a énormément confiance dans la rapidité de nos clients. Encore une fois, ce n'est pas de la location gratuite. Et vous pouvez le tester, parce qu'aujourd'hui, on est assailli par des blogs, on a un tas d'informations, on est surinformé et un nombre de conneries assez étonnant. Il y a toujours le cousin qui sait, ça, mais donc, ça c'est le premier levier, antique. c'est tester par vous-même. C'est tester vous-même, emprunter, vous laissez votre carte d'identité et vous allez essayer l'appareil de vos rêves. Ça, c'est tous déjà les membres de la coopérative le font ? Non, tous les magasins, tous les plus gros magasins aujourd'hui.
On travaille beaucoup ce sujet pour renforcer le maillage. D'accord. On pourra en parler, mais sinon je vais venir l'après-midi. On ne va pas faire. Donc, premier levier. Ça, c'est absolument fondamental. Le deuxième levier, c'est l'éducation. On est sur un secteur d'activité un petit peu technique. Il y a les gens qui peuvent rentrer dans une activité de photo au titre de loisir. Ce n'est pas toujours simple. Quand nous étions petits, il y avait des clubs photo partout. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on prend en charge l'éducation du consommateur. C'est important. Si vous voulez vendre des vélos, il faut apprendre aux gens à monter à vélo. Donc, dans nos magasins, ça a été un peu ralenti avec le Covid, évidemment, ou carrément arrêté. Mais le samedi matin, dans beaucoup de nos magasins, il y a des séances de coaching gratuits où en 3 heures, on explique, on met dans la tête les bases de la photo qui sont valables aussi bien pour le téléphone, l'appareil photo du téléphone, que pour un appareil photo sophistiqué, parce que ça reste toujours la même chose. Et on fait, ça en 1 heure, on règle le problème, et on fait 2 heures de pratique. Photo, parce que ça débloque, ça fait gagner des années d'usage. Apprendre l'usage, c'est quand même le premier pas pour vendre le produit qui sert à l'usage. Ça, c'est fondamental. Et puis, surtout, on s'occupe de plus en plus maintenant, et c'est une partie de notre avenir. Je veux dire, aimer la photo, ça n'existe pas. Tout le monde s'en fout royalement. Vous n'aimez pas la photo, ou c'est très très rare. Vous aimez la photo, vous aimez les bestioles. C'est parce que vous aimez les bestioles que vous allez acheter un appareil un petit peu coûteux, un téléobjectif long comme ça, hors de prix. C'est une passion secondaire. La photo est une passion secondaire dans le sens noble du terme, qui accompagne une autre passion. Et c'est ça qui est absolument formidable dans notre secteur d'activité, parce que nous, on vous aide à découvrir le monde bien plus précisément que vous ne le faites aujourd'hui. Faites de la photo, ça devrait être remboursé par la Sécu. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est fondamental. Donc, notre avenir à nous, c'est d'organiser des événements dans les régions autour de passions. Si vous aimez la cuisine, on va vous faire des coachings de cuisine culinaire, etc. Si vous aimez les petites fleurs, on va vous faire la macro. Si vous aimez voyager, ce qui est la base pour beaucoup de la photo, vous apprendrez. C'est le voyage qui va vous faire acheter un appareil photo et on vous apprendra à faire plus facilement des photos. Est-ce que vous avez dans vos activités de la seconde main ? Bien entendu. Est-ce que c'est devenu normatif pour tous les magasins ? C'est quasiment tous les magasins le font. On a même organisé dans les derniers salons de la photo qui ont eu lieu à la Porte de Versailles avant le Covid, on a organisé des propositions de reprise massives où on reprenait le matériel et on faisait des avoirs que les consommateurs pouvaient dépenser dans n'importe quel magasin du groupe. On a fait énormément de formations parce que ça s'apprend, hein, c'est pas inné, ça peut être également très dangereux. Économiquement parlant, si c'est mal fait, c'est important. Et là, on est sur des projets d'upgrade matériel, c'est-à-dire de proposer à des consommateurs de nous ramener leurs produits contre une somme pour upgrader le matériel. Ce qui était historiquement la mission de l'occasion avant que ça soit un truc un peu sociétal, environnemental. Absolument, il faut qu'on se l'approprie parce qu'il n'y en a pas suffisamment et finalement, nous n'en avons pas suffisamment en fait. Hein. Et finalement, lorsqu'un produit sort, soit le consommateur va rentrer dans notre activité, ça peut être un petit jeune qui démarre, etc. Et c'est une chose nécessaire, la seconde main, parce qu'aujourd'hui, on a des produits, en dessous de 2000 balles, il n'y a plus grand-chose quand même. Hein, donc le ticket d'entrée est très élevé. Et la seconde main nous permet de faire rentrer de nouveaux consommateurs beaucoup plus facilement et qui suivront après le chemin normal. Benoît, vous allez être chargé de financer toute leur transformation. Et Dieu sait qu'il y en a. Est-ce que le commerce, pour un banquier, au vu de tous ces inputs qui sont par moments un peu anxiogènes, hein, le développement du e-commerce, l'espèce de surcapacité commerciale qu'il y a, parce qu'on continue à ouvrir des mètres carrés commerciaux ou à accroître les heures d'ouverture, est-ce que c'est toujours
un secteur économique qui est attirant pour un banquier. Alors j'imagine que le patron du Crédit Coop, il va pas dire autre chose, je me mais vois ce pas qui dire m'intéresse, non, c'est comment vous allez le démontrer. Oui, alors peut-être d'abord pour dire, bon, on est une coopérative bancaire, Ça nous a pas échappé. et on est aussi des commerçants, dans les faits. Et moi, j'écoutais là les 3 mots que vous aviez choisis sur fragmentation, proximité et discount, et mon métier est exposé, comme vous, exactement au même sujet. La fragmentation, prenez simplement la façon dont on règle les transactions entre nous. Avant, c'était des espèces. Et on a développé des infrastructures avec des GAB, vous pouviez retirer des espèces, etc. Tout ça, on pense que dans 5, 10, 15 ans, voilà, ça aura quasiment disparu. Au même moment, la monétique, la façon dont on paye avec son smartphone, là, je suis sûr que vous arrivez à payer avec votre smartphone, tous ces éléments-là, la disruption qui se met dans les chaînes avec des nouveaux acteurs qui prennent une partie du marché, voilà, nous, on vit cette fragmentation, mais alors on la vit, j'allais dire, bon. Et comme vous la vivez, puisque vous utilisez aussi les services que rend votre banque, que rend le Crédit Coopératif, évidemment, on est dans le même, si je puis dire, dans le même bateau. Puis si j'avais le temps, je parlerais aussi de la fragmentation jusqu'à vous savez, aux monnaies locales. Donc on voit que c'est des mondes en transformation. Je ne vous parle pas non plus de ce que font les GAFA, de ce que fait Alibaba, qui est devenu une banque, quoi. Donc voilà, on a le même sujet sur la proximité que vous. Souvent, une agence bancaire, vous savez que on reprochait aux banques d'avoir des implantations physiques et d'exclure les autres commerçants d'ailleurs. Et puis maintenant, on voit que les banques ferment aussi leur point de vente, quoi. Et donc, on est en train d'être à la fois volonté d'être dans la proximité physique, mais aussi proximité relationnelle, parce que on a des publics très différents. Donc, on a ce souci aussi de comment gérer cette proximité, comment lui donner corps. Et puis, alors le discount, j'en parle pas parce que un certain nombre d'entre vous ici avaient en tête que les banques c'est trop cher. Et puis même certains, pas le Crédit Coop, et certains pensent même que la banque est gratuite. Les néobanques, comment ils assoient leur modèle aujourd'hui, c'est vous ouvrez votre compte et il se passe pas de prélèvement, quoi. Et donc on est percuté par ces éléments-là. Et comme on est percuté par ces éléments-là, en termes de traduction pour nos clients, pour vous, c'est de stabiliser ses bases et de se concentrer sur ce qu'on sait faire, quoi. C'est vraiment donc voilà, on cultive avec les différents représentants ici, la Fédération du commerce associé, une histoire, et on s'appuie sur cette histoire. Alexandra siège au conseil d'administration du Crédit Coopératif. On a une connaissance intime des choses et on travaille beaucoup sur le passage de connaissances entre nos collaborateurs sur l'accompagnement. Et parce qu'on est dans le service, faire un prêt, alors le bonheur est dans le prêt aussi, mais faire un prêt c'est une chose, mais connaître intimement justement la façon dont les choses se percutent dans vos métiers, c'est pour nous l'essence même de notre pertinence d'exercer nos métiers. Et est-ce que, pour revenir sur la question initiale, est-ce que le commerce aujourd'hui est une activité qui inquiète ou pas un banquier au moment de financer toutes les mutations? Non, nous on aime les mutations. Je veux dire, plus il y a d'investissements à faire, mieux on se porte. C'est pas guichet ouvert non plus, si. Non, c'est pas nulle part, nulle part. Je pense pas qu'on vende gratuitement des choses. Sans problème. Mais fondamentalement, notre métier de commerçant, c'est aussi ça, c'est de se dire, dans tous ces changements-là, il y a des opportunités. Et comment être meilleur que nos concurrents, parce qu'on est comme vous dans des univers concurrentiels. Et donc on travaille beaucoup, ce que je disais, sur l'ancrage de la culture, de l'histoire, du travail qu'on a fait en commun. On travaille beaucoup sur la simplification, comment faire plus simple, parce qu'une banque c'est toujours compliqué, faire un prêt c'est compliqué, donc la simplicité, raccourcir les délais, former nos collaborateurs, et puis se dire que la consommation, derrière la consommation, il y a des consommateurs, il y a des endroits où ils consomment, et ces endroits-là, ils sont en train de se réinventer. Et donc pour nous, c'est le moyen aussi de nous réinventer avec ces réinventeurs, si je puis dire, et d'accompagner leur développement. Juste, alors, d'un mot très très court, sur ma question, Gilles, d'un mot très très court, dans vos organisations, par rapport à ces mutations que vous avez face à vous, est-ce que ce qui vous manque le plus, c'est des moyens financiers pour les mener, et dans ces cas-là, le banquier est là, allez le voir après, ou est-ce que c'est une forme d'acculturation à ces nouveaux défis? Sur cette question. C'est exactement sur ce point-là que je voulais... court, par contre. Je vais faire très court. Les moyens financiers, c'est toujours important. On va pas le nier. Personnellement, je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu principal qu'on a, nous, dans cette transformation, et en particulier quand on veut aller dans une transformation de service,
et donc d'apport de valeur ajoutée aux consommateurs, aux patients, c'est l'enjeu humain, le capital humain. Et je voulais l'évoquer parce que c'est important. Nous, on a décidé cette année avec le conseil d'administration d'investir sur une formation sur l'ensemble de notre réseau de managers coach auprès de nos titulaires, plus de management des équipes officinales. Alors c'est vrai qu'ils ont des formations en plus à la base plutôt scientifiques. Donc on veut vraiment transformer le pharmacien en pharmacien chef d'entreprise pour qu'ils prennent conscience que c'est exigeant de développer un commerce de proximité de service et faire du service, entre guillemets. C'est exigeant aussi de vendre des produits, mais c'est exigeant encore plus quand on veut apporter du service. Et donc, si on n'a pas le capital humain avec nous, on n'y arrivera pas. Donc, Jacques, Francis, pareil, sur cette même question, vous avez besoin d'argent ou de En fait, on a toujours un peu besoin d'argent, ça c'est pas le souci. Alors besoin d'argent, il faut des magasins, parce que l'avantage d'une coopérative, et évidemment d'une société anonyme coopérative, c'est que les risques sont divisés par autant d'entreprises qu'il y a mais les besoins également. Donc il y a des besoins effectivement au niveau des magasins. Ce dont on aurait le plus besoin, je pense, aujourd'hui, c'est faire sauter au-dessus du cheval, si je puis dire. C'est-à-dire débloquer un petit peu, et on s'y emploie, et ça avance pas mal, débloquer un petit peu les têtes, parce que la façon de faire du commerce, c'est totalement différent. Donc c'est l'acculturation. C'est l'acculturation, c'est ça, il faut vraiment casser le vase et faire des choses nouvelles. Jacques ? Je répondrai à la même chose, l'acculturation, on est en transformation. On transforme un peu notre modèle économique quelque part quand on est en train de faire ces choses-là. Et forcément, le changement, ça fait peur à tout le monde. Hein. On n'aime pas le changement, l'humain n'aime pas le changement. Donc on commence à faire des formations, on fait des conférences également. On a fait une conférence sur la partie RSE, sur la partie pour mettre dans la tête de nos adhérents ces choses-là, et on fait des tests, et après les tests, ils vont, je dirais, le meilleur moyen dans une coopérative, c'est de faire des tests, et le bouche à oreille après entre les adhérents va faire que s'il y a un intérêt, ça va se développer, ça va aller vite. C'est toujours le plus compliqué pour moi, c'est l'acculturation. La partie financière, elle arrive derrière, mais en règle générale, on n'a pas de... Ça se passe toujours bien. Si le projet est bien monté, il n'y a pas, pas trop de sujets. Ils vous suivent et ils ont quand même besoin d'argent un peu malgré tout. Donc il y aura toujours de quoi leur prêter. Merci à tous les 5. Vous pouvez les applaudir pour les remercier.